Bonsoir à tous. Je suis hyper heureuse de vous retrouver ce soir pour l'inauguration de ce Creative Leaders Club, qui est donc le premier club entreprise mis en place par Condé, qui, comme vous le savez sans doute, est une école d'enseignement supérieur aux arts appliqués. L'ambition de l'école, c'est renforcer les liens entre le monde académique, les professionnels et les entreprises. Notre rôle, c'est de favoriser des échanges entre ces trois parties pour permettre de croiser des compétences, croiser des idées et anticiper des évolutions pour préparer nos étudiants au mieux à devenir des créatifs qui vont avoir un impact sur leur secteur professionnel. Ce club entreprise, on souhaite qu'il puisse réunir des acteurs d'horizons divers, des designers, des architectes d'intérieur, des directeurs artistiques, des entrepreneurs, des experts, des managers. Tous partagent la même passion pour la créativité et pour l'innovation, et l'école a vraiment ce souhait d'offrir un cadre d'échange pour aborder les différents enjeux des secteurs. Je suis particulièrement heureuse que le lancement de ce club entreprise puisse avoir lieu ici à Condé-Marseille, qui a une histoire qui est intrinsèquement liée aux partenaires professionnels. Puisqu'il y a 36 ans, Jacques ouvrait Axe Sud avec un projet fort et précurseur qui était de mettre en place des formations qui sont directement liées aux besoins des professionnels. Et donc Jacques, je te remercie d'accueillir ce premier événement et puis de l'avoir monté en lien avec Marie Caïns, qui est chef de projet alumni pour l'école, et Perrine Saustier, responsable entreprise de l'école de Condé. Je remercie aussi bien sûr toute l'équipe du campus de Marseille pour son accueil toujours si chaleureux. Le Creative Leaders Club incarne une volonté de veille sur l'évolution des métiers créatifs. La créativité est évidemment un moteur essentiel de transformation, on le sait tous, et pour les entreprises, mais aussi pour l'ensemble de la société. Dans ce contexte, un sujet particulier nous intéresse aujourd'hui, l'intelligence artificielle, qui s'impose comme un outil fondamental, qui va redéfinir et qui redéfinit déjà les pratiques et les organisations de l'industrie créative. Aujourd'hui, grâce aux prises de parole des intervenants que je remercie chaleureusement, nous aurons l'occasion de comprendre l'impact de l'IA sur les métiers créatifs. On explorera davantage les défis qui sont les siens et puis aussi les opportunités qu'elle génère pour une nouvelle approche du leadership créatif. Je vous souhaite à tous une très belle soirée et je laisse la parole à Jacques. Oui, je vais filmer. Oui, effectivement, donc je suis très content effectivement de monter ce club. Je remercie aussi donc la vice-présidente de l'UCC d'être présente aussi avec nous, parce que fut un temps ancien, j'avais créé aussi le club des créatifs, qui avait permis effectivement des créatifs aussi de se réunir et de parler des différents problèmes et aussi des évolutions. Donc c'est génial qu'on puisse retrouver un peu ce climat. Je suis content effectivement que déjà voilà, on commence à être un peu nombreux, donc ça c'est bien. Donc effectivement, on a un sujet, c'est l'IA, hein, vous le savez tous, un sujet où on dit tout et n'importe quoi, et nous on est plutôt confiants. Donc c'était intéressant d'avoir deux intervenants, donc Jean-Marc Subra et JB's, Jean-Baptiste Casasola, qui ont des pratiques effectivement de l'IA, et le but étant, parce qu'on a un petit buffet qui nous attend, de pouvoir échanger aussi ensemble sur vos pratiques, sûrement aussi, et vos questionnements. Donc c'est un peu le débat d'aujourd'hui. Donc on va commencer par Jean-Baptiste, dit JB's, qui va nous présenter un peu sa réflexion et comment effectivement il appréhende le sujet. Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui on va parler un peu d'IA du point de vue de créatifs dans l'image. Je vais vous exposer un peu aujourd'hui dans notre studio comment on utilise l'IA. On tâtonne comme tout le monde dans l'IA, et d'ailleurs je serais très curieux de partager avec vous vos expériences avec l'IA, vos usages de l'IA. Donc c'est absolument pas une démonstration exhaustive des possibilités en IA, mais c'est juste voilà, une sensibilisation à notre pratique
de l'IA. Pour ceux qui n'ont pas la télé, je suis Jean-Baptiste Casasola, donc je suis fondateur du studio créatif Bison Bleu et accessoirement aussi ancien élève de l'école Axe Sud. Donc on est situé à Marseille. On a un studio qui est spécialisé dans le branding et dans la production d'images, énormément de production d'images. Donc ça va être digital painting, photographie et vidéo. On fait pas mal de produits. Et du coup, en tant que créateur d'images, évidemment, l'IA est arrivée sur nos plates-bandes il y a maintenant 3-4 ans. Et on a dû réagir, on a dû essayer de s'approprier aussi ce nouveau médium. Et ce soir, avec vous, je vais faire un peu le tour des quelques usages qu'on a réussi à mettre au point. Mais déjà, pourquoi utiliser l'IA? Pourquoi chacun d'entre vous devrait déjà utiliser l'IA? Déjà, parce que vous êtes nul. Vous êtes forcément nul dans un domaine. Mais vous inquiétez pas, moi aussi je suis nul. Je suis nul dans plein de domaines, notamment dans celui de faire des présentations, comme ce soir. C'est pourquoi que ce soir, je me suis appuyé sur Mistral. Le plan de cette présentation a été généré par Mistral. J'ai essayé de générer la presse avec PopAI. Je me suis cassé les dents dessus, donc j'ai laissé tomber, je suis retourné sur InDesign. Je vais mettre en plein écran, ça sera mieux. Si j'y arrive. Non, on va rester comme ça, ok. Et ensuite, autre domaine dans lequel je suis nul, c'est faire des comptes rendus de réunions, quand j'ai des réunions clients. Moi, j'aime bien, j'ai toujours des images qui fusent en tête, je suis toujours sur mes idées, je prends très peu de notes. Donc maintenant, je fais tous mes comptes rendus de réu avec Wave ou avec Spark. Donc déjà, l'IA, c'est l'opportunité de combler les lacunes qu'on a tous dans des domaines qui ne nous intéressent pas. Et on n'a pas forcément de devenir meilleur. Moi, je n'ai pas forcément envie de devenir meilleur dans ces domaines-là. J'ai plutôt envie de passer du temps sur ce qui m'intéresse. Moi, c'est l'image, donc ça nous permet vraiment de gagner du temps, déjà, l'IA. On n'a pas parlé d'IA qui ne m'intéresse pas. On va essayer de parler des outils que j'utilise au quotidien. Les outils créatifs de l'image. Moi, j'en catégorise 3 sortes. Il y a vraiment les outils génératifs qui sont plutôt généralistes, les outils génératifs qui sont vraiment très contrôlables, et ensuite des outils IA de niche qui vont vraiment régler un petit problème par-ci par-là. Le premier outil généraliste qu'on utilise, c'est Midjourney. Midjourney, vous devez connaître, hein, c'est certainement l'outil de génération le plus connu. Tout simplement, ça a été l'un des premiers. Il s'est entraîné à une période où c'était un peu le Far West, donc du coup sa base de données est assez floue. Enfin, elle n'est pas floue du tout, puisque on sait très bien que Midjourney a piqué des images à droite à gauche. Il y a des signatures des fois qui apparaissent dans des visuels, des watermarks, sont en procès avec toute l'industrie de l'image. Mais n'empêche que c'est les leaders du marché. On les utilise. Nous, on les utilise surtout en pré-production, pour faire des recherches, pour bosser, mettre en image des concepts, pour faire des moodboards, des planches tendances. On s'en sert aussi pour faire des rendus de croquis et pour faire ce qu'on appelle du paint-over, pour peindre par-dessus des images. Pour des questions de droit d'auteur dont on discutera un peu plus tard. Donc la première technique qu'on utilise, c'est pour faire des rendus. Ça nous permet de générer des concept art très très vite. Par exemple, ici, j'ai réalisé un blocking d'une composition d'un paysage. Et ensuite, ça me permet de générer plusieurs itérations de rendus, de paysages. Alors évidemment, ça demande de ne pas être dispensé, d'avoir quelques quand même connaissances en composition, en ligne de force, en dynamique, pour faire ce blocking. Et on part surtout d'images de croquis. On tape très rarement des prompts, tout simplement parce que c'est ce qui nous permet d'avoir le plus de contrôle dans les compositions de l'image. On utilise aussi, alors là c'est toujours le même blocking sur lequel on a appliqué un autre prompt pour avoir un tout autre rendu, sur lequel on utilise cette fois de la génération, mais cette fois localisée. Ce qui est assez cool, c'est que Midjourney devient, je pense, un outil un peu plus pertinent maintenant pour les créatifs. Pendant quelques années, c'était
C'était sur un forum qui s'appelle Discord, l'interface était abominable. On était vraiment dans une discussion avec un chatbot, on rentrait des prompts et comme un lancer de dés, le bot nous pondait des images. Ça manquait vraiment de contrôle. Il y avait toujours des manières de contourner et de trouver des astuces, mais ça manquait énormément de contrôle. Aujourd'hui, Midjourney s'est un peu adapté aux créatifs. Ils ont une interface graphique qui nous permet de sélectionner des zones, de travailler des ratios, de prendre des images de référence. Donc c'est assez intéressant. Mais nous, on a fait le choix quand même de garder Midjourney pour tout ce qui est travail de pré-production, c'est-à-dire qu'aucune image qu'on génère avec Midjourney, on ne la vend à nos clients. Ça nous permet de faire des concepts et de travailler rapidement. Troisième technique qu'on utilise fréquemment, c'est du paint-over. Alors là, j'avais généré la première image, alors c'était sur Midjourney, je crois que c'était la V2 ou la V3. Donc vous voyez déjà les progrès qu'ils ont fait. Mon prompt, je crois que c'était un T-Rex qui traverse la route. Il m'a fait Casimir qui traverse la route. C'est pas grave, parce que j'avais mon image en tête. Donc moi, ça m'a permis de récupérer toutes les couleurs et les contrastes qu'il y avait dans cette image, de repeindre par-dessus, de designer un T-Rex comme je l'avais en tête, de designer à peu près la scène que j'avais en tête, et d'arriver en à peu près 30 minutes à un résultat qui m'aurait fallu peut-être 3 heures à avoir si j'étais parti de zéro. Donc, et puis surtout, cette image, c'est une image originale puisqu'elle a été entièrement repeinte. Ce n'est plus une image générée. Donc ça, c'est Midjourney. On l'utilise essentiellement pour ça, pour faire un travail en amont. Ensuite, on utilise Adobe Firefly. Adobe Firefly, c'est aussi un outil génératif, mais la force de cet outil, c'est qu'il est intégré dans Photoshop. C'est sa plus grande force. Parce que, foncièrement, Firefly est quand même moins puissant que Midjourney pour générer des images, pour une simple raison. Leur base de données est plus éthique que Midjourney. Ils ne sont pas allés taper à droite à gauche. Et donc, le résultat, c'est que forcément, c'est moins performant. Mais la grande force, c'est que c'est intégré à un logiciel créatif, Photoshop, qui offre un contrôle absolument maximum. C'est-à-dire on peut vraiment sélectionner les parties sur lesquelles on travaille. On peut travailler vraiment en symbiose avec tous les autres outils de création d'images de Photoshop. Et du coup, ça, on l'a vraiment implémenté dans notre workflow photo cette fois. Par exemple, alors là, vous allez avoir du mal à voir la différence avec le contraste. On va passer une autre image parce qu'on ne voit pas la différence entre les deux. Mais en gros, on a généré un background qui est différent sur cette image. Ici, ça se voit mieux. Quand on fait un beauty shot de produit, on passe moins de temps cette fois sur le set en studio, parce que c'est ce qui prend du temps en fait, de faire des setups studio. On se réserve le droit de générer différents fonds ensuite par IA. Évidemment, pour coller au maximum au produit du client, on reste sur de la photo pour ce qui reste produit, parce que généralement les clients sont extrêmement pointilleux sur le produit lui-même. Mais après, pour tout ce qui est arrière-plan, on a trouvé que ça fonctionnait plutôt bien de pouvoir proposer avec une image, de pouvoir proposer 5, 6, 7, 10 variantes au client de son image. Lui, ça lui permet de capitaliser un peu plus sur son image. Et nous, ça nous permet aussi de gagner du temps sur tout ce qui est setup du studio, puisqu'on travaille juste sur une nature morte sur un tabletop, et on s'occupe beaucoup moins des arrière-plans aujourd'hui. Donc ça, c'est ce qui nous a permis de gagner pas mal de temps. Ensuite, on a vraiment des outils de niche en IA. On utilise des outils pour pré-trier nos photos quand on fait des shoots, quand on arrive avec 2500 images après un shoot. Ça nous permet de sélectionner des images uniquement sur le plan technique, parce que évidemment sur le plan artistique, c'est très difficile de confier ça à une IA. Pour avoir testé, ils font rarement les bons choix. Par contre, sur un plan technique, c'est-à-dire savoir si le focus est bien exactement là où il faut, les IA s'en sortent très bien. Mais il y en a encore plus nichées, comme celle qu'on utilise pour les retouches. C'est Aperti, qui nous permet de faire des retouches beauté. La retouche beauté, c'est quand même un processus qui est assez laborieux, qui peut être assez long. Pour ceux qui s'y connaissent un peu, il y a notamment un processus pour retoucher la peau qui s'appelle la séparation de fréquences, où on va séparer la texture de la peau, de la couleur de la peau, pour pouvoir d'un côté cleaner les rougeurs, de l'autre côté cleaner les imperfections. C'est un process qui est assez long, qui est très manuel,
et qui est pas très marrant en fait. Donc ça, c'est un truc qu'on a pu confier à l'IA et ça nous fait gagner énormément de temps. Donc ça, c'est nos applications. Les avantages, on l'a vu, c'est que ça nous permet d'explorer en pré-production avec Midjourney. On peut explorer à partir d'une composition, on peut explorer beaucoup plus d'ambiance, on peut créer beaucoup plus d'itérations. Ça nous permet de proposer aussi beaucoup plus à nos clients et aussi ça nous permet de sortir de nos zones de confort et de tester des choses qu'on ne maîtrise pas forcément. Et ça, c'est assez intéressant. C'est aussi très accessible hein, parce qu'en fait, tous les outils que je vous ai montrés là ne demandent pas non plus une connaissance incroyable. Et c'est aussi économique parce que c'est un gain de temps, énorme. Vous l'avez vu sur les shoots studio, on gagne du temps sur le shooting, on gagne du temps sur la retouche, on est beaucoup plus flexible envers nos clients pour tester des choses en post-prod. Et ça nous permet aussi de fonctionner en équipe réduite parce que maintenant, chaque créatif peut être un véritable couteau suisse. Maintenant, on n'est plus obligé d'avoir un savoir-faire démentiel, notamment c'était un métier, les retouches beauté, c'était un métier à part entière. La séparation de fréquences, maîtriser ce genre de choses, c'est un métier. Aujourd'hui, le photographe peut gérer ça, il n'est pas obligé de passer par un retoucheur. Donc ça permet d'avoir des équipes réduites de ce côté-là. Alors évidemment, il y a des défis aussi et il y a des considérations légales. Le premier, c'est le droit d'auteur. On est encore dans un vide juridique. Alors j'en discutais à l'instant, apparemment, si on nourrit énormément l'algorithme avec ces images, ça peut être considéré comme une œuvre de l'esprit. Je ne sais pas. Pour le moment, moi je considère qu'on est dans un vide juridique. Donc c'est un peu inconfortable de vendre une image 100% générée par l'IA à un client, tout simplement parce que cette image appartient à personne. Elle ne vous appartient pas, elle n'appartient pas au client, donc quelqu'un peut la prendre et l'utiliser aussi. Le statut d'auteur, d'artiste, en fait, il est protégé par le droit d'auteur. Le droit d'auteur, ça ne protège pas que l'artiste, ça protège aussi le client, parce qu'un client, en achetant des droits d'utilisation, il se réserve l'utilisation d'une création, et donc du coup, forcément, on ne peut pas lui piquer, puisqu'il est seul possesseur des droits d'utilisation. Donc, c'est pour ça que nous, on utilise surtout l'IA générative pour tout ce qui est pré-production, pour générer des idées, et ensuite, le produit fini sera au minimum retravaillé à la main. Ça, c'est le premier défi, droit d'auteur. Deuxième défi, c'est le biais induit par l'IA. Par exemple, là, sur Midjourney, donc c'est une vieille version, c'est un test, c'est un vieux test, ça doit être la version V2. Si vous demandez à Midjourney, trace-moi un cercle, donc juste en prompt circle, Midjourney va vous faire ça. Midjourney va vous faire un cercle sauce Midjourney. Il va mettre tous ses gimmicks. Midjourney, il aime bien les palettes chaudes-froides, il adore les grosses touches de peinture, style peinture à l'huile au couteau, il adore les nuages, donc il va mettre des nuages. Là, il y a une sorte de canopée, enfin voilà, on est très très loin d'un cercle. Il faut savoir que si on demande à un humain, trace-moi un cercle, il va prendre une feuille, il va prendre un crayon et il va faire un cercle. On va arriver sur à peu près ce type de choses. L'IA, pas du tout. Donc ça, il faut être bien conscient de ça. Il faut être ultra dirigiste avec l'IA. Il ne faut pas se laisser proposer les choses par l'IA. C'est très important. Et pour avoir quelque chose qui peut paraître spontané pour un humain, il faut écrire un prompt très long. A simple pencil outline of a circle on a white paper. Et encore, il aurait fallu encore pousser ce prompt pour arriver à ce qu'aurait fait un humain instinctivement. Donc ça, c'est des biais qu'il faut vraiment prendre en compte. Parce que, en tant que créatif, je pense que le plus important pour nous, dans notre métier, c'est de garder le contrôle. Garder le contrôle du début à la fin d'un projet. Parce que c'est ce qu'on vend à nos clients. C'est généralement un projet, c'est un cahier des charges. Un projet, c'est un croquis, c'est une maquette, c'est un produit fini. Si après un cahier des charges ou après un croquis, on commence à taper des prompts dans une IA, que l'IA nous propose quelque chose qui est fantastique, mais qui n'a rien à voir avec le croquis de départ,
on ne peut pas en fait se baser là-dessus. Notre plus-value, c'est de sécuriser le client de A à Z, tout simplement parce que des fois, il y a plein d'autres considérations que l'image en elle-même. Donc là, j'avais fait un croquis et je demandais à l'IA de faire des rendus. Donc j'ai fait un petit rendu de lumière basique. Ça allait, ça reste fidèle. Un rendu un peu plus poussé, on voit qu'il y a déjà des éléments qui sautent. Il y a des architectures qui deviennent des arbres. Un rendu photographique, c'est fini. On a perdu l'ambiance brumeuse, on a perdu pas mal de choses. Donc je pense que ça, c'est un des défis de l'IA, c'est de vraiment être extrêmement rigoureux avec l'IA pour garder le contrôle dans un projet de A à Z. C'est vraiment la plus-value du créatif. C'est d'avoir cette vision et d'arriver à la maintenir de A à Z. L'IA, c'est vrai que ça peut être encore un lancer de dés. Et il faut vraiment se méfier de ça. Et ensuite, le troisième défi, c'est évidemment le plagiat et les images trompeuses. Alors là, c'est toujours des cercles générés dans le style 2. Donc là, c'est 3 artistes extrêmement connus. Et heureusement pour eux, ils sont tous morts, donc ils n'en ont rien à faire. Mais il y a plein d'artistes qui sont bien référencés sur le net et qui nourrissent du coup les bases de données de l'IA. Et donc je pense qu'en tant que créatif, il faut se fixer des limites. Peut-être ne jamais mentionner, même si on aime beaucoup le style 2, ne jamais mentionner le nom d'un artiste dans un prompt. Je pense qu'éthiquement, on a tous des limites à se fixer. Et je pense que même plus généralement, il faut éviter de mentionner dans de l'IA tout simplement des personnes en fait. On a vu le bad buzz de l'affiche de Hanouna récemment. Donc une affiche qui a été générée au final par de l'IA, donc c'est pas vraiment Hanouna sur cette affiche pour la manifestation de LFI, qui s'est mis du coup dans la sauce à cause de ça. Je pense qu'on peut tous se fixer ce type de limite, essayer de ne pas représenter des humains et de ne pas représenter des images dans le style d'un humain vivant en tout cas, pour ne pas lui porter préjudice. Conclusion. L'IA, c'est trop cool, ça nous permet de fluidifier plein de processus, ça nous permet de produire beaucoup plus vite qu'auparavant, mais il y a quand même un piège. C'est que pour ma part, j'ai mis à peu près 15 ans à apprendre le digital painting, et il ne faut pas se mentir, le digital painting a énormément perdu en valeur dès que l'IA est arrivée dans la course, tout simplement parce que la rareté fait la valeur. Sans rareté, il n'y a plus de valeur. Donc, en tant que créatif, il faut absolument qu'on trouve notre place là-dedans. Parce que le but, c'est pas de vendre 1 euro ce qu'on vendait 1000 euros avant. Le but, c'est d'arriver à trouver sa place et à trouver sa valeur dans un monde où un savoir technique qui pouvait avoir énormément de valeur il y a encore 5 ans, en a beaucoup moins aujourd'hui. Et c'est en ça qu'il faut rester, à mon avis, très malléable dans sa tête, très jeune dans sa tête, très flexible, ne pas avoir peur à apprendre, à se challenger en permanence. Et aussi à maîtriser des basiques comme la théorie de l'image, maîtriser les concepts, être capable de mettre au point des concepts, de pitcher ces concepts et de les maintenir de A à Z dans un projet. Je pense que c'est ce qui fait la valeur d'un créatif aujourd'hui. Sa culture de l'image aussi, le fait de pouvoir être pédagogique avec ses clients, de pouvoir les conseiller au maximum. Et aussi, à l'opposé, nous avons fait le choix aussi de partir dans des techniques de pointe aussi. C'est-à-dire que nous avons fait, par exemple, parce que nous on fait beaucoup de produits, on fait de la photo, on fait de la vidéo produit. Évidemment, c'est un secteur qui est énormément attaqué par l'IA. Alors on a des clients qui sont partis vers l'IA, qui sont revenus parce que c'était pas encore au point. Mais on sait très bien que c'est temporaire. Donc nous, on a investi dans un motion controller, donc un bras robotisé qui nous permet de faire des prises de vue vidéo et photo extrêmement précises et avancées. Le but, c'est le contrôle en fait. Vous avez compris, c'est la plus-value de l'humain, c'est un contrôle maximum de A à Z. Donc nous, on a investi là-dedans. Évidemment, on reste toujours open sur l'IA, et d'ailleurs on en fait part à nos clients parce que on ne va pas
dire à nos clients, nous, on travaille à la main, on est dans le contrôle, on est des artisans de l'image, sachant qu'aujourd'hui, tous les outils de l'IA permettent de faire descendre les coûts. Il faut évidemment les intégrer, parce qu'un client a besoin de savoir aussi que vous êtes efficace dans votre manière de travailler. Donc, ce qui était fait à la main aujourd'hui peut être généré, mais il faut savoir à quel moment apposer sa valeur. Donc, nous, on a décidé de la poser du coup sur l'accompagnement, sur le savoir-faire, sur les connaissances et aussi sur des techniques assez pointues. Et d'ailleurs, avec le motion control, on est en train de travailler en ce moment sur le fait de mixer des mouvements robotisés avec justement des environnements soit en 3D, soit générés par IA, histoire de contrôler les deux mondes. Mais je pense que c'est nécessaire pour tous les créatifs aujourd'hui de bien prendre conscience de ça et de travailler sur sa valeur. Qu'est-ce que je peux apporter au schmilblick? Qu'est-ce qui me différencie? Et essayer surtout d'aller de l'avant en permanence, de rester en mouvement. On est à une époque où tout va très vite. Ce qui était valable il y a un an ne l'est plus cette année. Et ce qui est valable cette année ne sera plus l'année prochaine. C'est jamais aller aussi vite en termes de création d'images. Donc je compte sur vous pour rester extrêmement ouvert, en fait, extrêmement malléable et mobile, en fait, dans la création. Voilà, c'était mon message. Si jamais vous avez des expériences à travers l'IA, je serais heureux d'en discuter avec vous après, une fois qu'on va se trouver au buffet. Et puis voilà, merci. Merci beaucoup. Merci Jean-Baptiste, c'est super. Donc moi ce que je vous propose c'est qu'on va enchaîner parce qu'on va parler maintenant aussi de marketing et de l'IA avec un cas intéressant qui va nous présenter Jean-Marc. Et ce que je vous propose après c'est justement de passer un micro dans la salle pour pouvoir commencer à dialoguer, à poser des questions bien sûr, ils seront là aussi pour répondre. Et puis après on pourra en discuter devant un petit buffet. Ok? Bonsoir. Bonsoir à tous. Donc, je suis pas calé là. Voilà. Donc, je suis Jean-Marc Subra, je suis directeur marketing d'une société qui s'appelle Sensia. Je vais vous présenter, en fait, je vais vous partager un projet qui a été réalisé avec une agence du groupe Havas, qui en fait nous accélère. Et qui a été présenté en fait à l'occasion du Cannes Lions 2024 et qui permettra d'illustrer en fait un workflow propulsé par l'IA. Avant ça, je vous donne quelques informations sur Sensia. Donc chez Sensia, en fait, on est une société de technologie qui s'attaque en fait à la problématique du consumer insight. Donc c'est pour ça que je parle un peu de marketing là. Donc le consumer insight, en fait, c'est une information stratégique sur les consommateurs qui va permettre en fait soit d'améliorer les produits ou des services, soit de créer des nouveaux produits, soit de détecter ou de confirmer des tendances, soit d'aider à mieux vendre les produits. Et en fait, toute l'industrie du consumer insight depuis 50 ans, elle est basée sur le modèle du panel. Donc on sélectionne un échantillon de personnes et on les réunit ou on les interviewe. Donc ça peut être sous forme de focus group, sous forme d'interview, sous forme d'enquête. Et on recueille les résultats. Et en fait, la particularité de la donnée consommateur qui provient de ce modèle de traitement, c'est qu'elle est très structurée. Elle arrive sous forme de fichiers et elle est en fait finalement assez facile à exploiter aujourd'hui. À côté de ça, depuis une dizaine d'années, c'est développé avec la digitalisation, en fait, on a assisté à une explosion d'un autre type de données consommateurs, ce qu'on appelle en fait la voix du consommateur, qui peut prendre en fait des formes extrêmement variées, comme par exemple des avis consommateurs sur des sites de e-commerce. Quand j'achète un produit, je laisse un avis. On peut en trouver aussi dans des vidéos où les gens vont spontanément tester des produits et poster. On peut en trouver aussi beaucoup sur des réseaux sociaux, des commentaires de TikTok par exemple. Mais on va également en trouver dans les nouveaux outils de relations clients comme les CRM ou les centres d'appel digitalisés. Et le gros problème en fait pour le marketing de cette donnée, c'est que c'est une donnée qui est non structurée.
C'est-à-dire qu'elle arrive sous différentes formes, elle est complètement hétérogène et elle est beaucoup plus difficilement exploitable. Et en plus de ça, elle explose en volume. Donc chez Sensia, on s'attaque à ce problème avec l'IA. Qu'est-ce qu'on a fait en fait? On utilise en fait deux types d'IA. On a une première catégorie d'IA qui est une IA dite de machine learning. Donc machine learning, ça a l'air d'un mot savant. En fait, c'est juste une IA qui est capable de comprendre un texte, avec toutes les nuances que cela peut impliquer. Alors, si par exemple je vous dis aujourd'hui il pleut encore, est-ce que ça c'est positif ou est-ce que c'est négatif quand je le dis? En fait, ça va complètement dépendre du contexte. Si je suis un agriculteur et que ça fait 6 mois qu'il n'a pas plu et que la pluie a démarré il y a 2 jours, quand je vous dis il pleut encore aujourd'hui, bah, c'est positif en fait. Et si je suis un touriste qui descend en Provence et on lui a dit qu'en juillet il y avait 100% de soleil et que ça fait une semaine qu'il pleut, quand il va vous dire il pleut encore aujourd'hui, ça va probablement vouloir dire que c'est négatif. Donc l'IA de machine learning, elle est capable de donner en fait ce qu'on appelle la polarité du sentiment. Est-ce que c'est positif ou est-ce que c'est négatif? Et ensuite, elle va donner en fait l'intensité du sentiment. C'est-à-dire quand je dis ça, est-ce que c'est positif, très positif ou très 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 positif? Voilà. Donc chez Sensia, en fait, on a traduit cette intensité du sentiment par un score. Et donc on est capable en fait comme ça de scorer tous les avis qu'on peut récupérer en fait sous diverses formes. Et on est capable de, du coup, scorer jusqu'aux mots-clés qui sont prononcés par les consommateurs. Donc là, vous voyez où je veux en venir, en fait. Le score, il est intéressant, en fait, quand on compare des choses. Par exemple, si je construis un produit, si je compare 2 produits, en fait, qui sont construits sur la base d'un même ingrédient, eh bien, le produit pour lequel l'ingrédient va avoir le plus fort score, l'ingrédient est plus légitime dans ce produit que dans le produit concurrent. Voilà. Donc on a créé en fait 10 IA spécialisées dans 10 verticales industrielles de la grande consommation et également une IA en fait sur les services. Voilà. Donc le projet maintenant Perfect Sneaker. Alors Perfect Sneaker, c'est venu l'année dernière à l'occasion en fait de la préparation du Cannes Lions. Havas nous a contactés en nous disant cette année on va amener une start-up et donc appel à projet, proposez-nous des idées. Donc on leur a proposé en fait on leur a proposé de créer un projet pour créer en fait pour inventer en fait la basket parfaite du supporter français pour les JO 2024. Et comment on a fait ça, en fait? Eh bien, on a décidé d'analyser donc, plus de 160 000 avis consommateurs avec nos IA sur 95 modèles de sneakers lifestyle parmi les plus populaires. On leur a présenté ce projet. Donc, ils nous ont retenus et ils ont tellement aimé qu'ils nous ont mis en fait, à disposition une équipe donc de créa de l'agence BETC Digital, qui nous a dit, bah, nous, en fait, ça nous branche bien d'utiliser, en fait, vos insights et votre innovation pour continuer l'histoire et pour faire, en fait, le film publicitaire de lancement de cette sneaker. Alors, je vous précise que, en fait, ce projet a seulement vocation à démontrer un workflow d'IA. En aucune manière, une entreprise n'aurait travaillé comme ça de toute façon pour innover. Mais voilà, donc on est parti en fait de ces 160 000 avis sur ces 95 modèles. Et donc notre solution en fait a rédigé le nouveau concept produit. Donc là, je vous mets un petit extrait. Mais le projet en fait fait une 60aine de pages. Donc notre IA est allée en fait chercher parmi l'ensemble des avis quelles étaient les préférences des consommateurs en termes de design, en termes de robustesse, en termes de sportivité, en termes de lifestyle, etc. etc. Et on a volontairement pris très large. En fait, on a utilisé donc, des avis dans Google Shopping qui agrègent en fait, des avis du monde entier.
C'est pour ça que vous voyez en fait des avis là en chinois, en allemand, en français et en anglais. En 45 minutes, donc la solution en fait a tombé le nouveau concept produit. Et donc on a livré en fait à BETC Full Six le rapport ainsi que ce visuel de départ. Donc ça, c'est le visuel de départ. On leur a donné une image. C'est le visuel de départ qui, en fait, a servi de base pour créer donc, ce que je vais vous présenter maintenant, qui est en fait le film publicitaire. Donc là, il faut qu'on fasse un petit branchement. Ça va marcher. On ne va pas être trahi par la technique. Je n'ai pas dit... Là, il n'y a pas d'IA. C'est bon? C'est bon? Do your leaders sit around the world of colors of France? Probably tricolors, symbols of our elegance. Blue, white, red, united at every step to support our nation. Let's march with pep. Marchons, marchons, marchons. Liberté, égalité, fraternité, sportivité. Mon basket tricolore, aide sur tous les terrains. Fiers de nos couleurs, on trace notre chemin. Deep blue, vibrant red, pure white glow. Our tricolor kicks our pride on show. The sneaker fronts, a symbol of unity, of strength and respect in diversity, 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 diversity. Voilà. Donc ça, on va le voir juste après, ça a été fait donc, dans le cadre du workflow IA. Mais en fait, il n'y a pas que ça. Alors, JB, je suis ravi de t'offrir la Perfect Sneaker. Voilà. Donc ça a été fait en imprimante 3D à la fin du projet. Alors, voilà. Donc, là où je voulais en venir, le workflow créatif. Donc, c'est clair que là, l'IA, elle est en train de vraiment bousculer, en fait, les workflows créatifs. Donc, là, en fait, je vous ai détaillé un peu les étapes, en fait, de la conception. Donc, vous voyez en amont, en fait, nous, Sensia, on a fourni des insights consommateurs qui ont permis, en fait, de définir, grâce aux préférences qu'on a identifiées, les caractéristiques de cette basket idéale et le visuel de départ. Et donc, ce visuel, qui est un visuel à plat, en fait, a été retravaillé donc, par BETC pour en faire une image en 3D. Derrière ça, en fait, ils ont créé l'hymne, donc vous avez compris la référence à la Marseillaise, ils ont créé l'hymne en fait avec Suno et ChatGPT. Et ensuite, ils ont créé le film avec Midjourney et au final, donc, le prototype en 3D. Donc ce qu'on peut voir là, en fait, c'est que quasiment à chaque étape, on a l'IA, mais on n'a pas un workflow intégré. Il y a des ruptures. C'est-à-dire que quand nous, on a en fait, transmis notre travail à l'agence, il y avait une rupture, c'est-à-dire qu'on leur a livré des choses qui n'étaient pas intégrées dans une solution. De la même manière, le design produit, donc la 3D, elle n'a pas été réalisée avec de l'IA, mais on voit quand même que on a pu réaliser en fait des éléments clés de ce projet avec l'IA et surtout en fait dans un délai extrêmement court, parce qu'en fait on a tombé ça en 3 semaines, ce qui est vraiment très très court en fait pour réaliser un tel projet. Et donc on a présenté ça à Cannes et il se trouve qu'à Cannes en fait chez Havas il y avait un personnage que vous connaissez peut-être, Jacques Séguéla, qui était là et qui est monté sur scène avec nous pour faire un clin d'œil et qui nous a dédicacé en fait la sneaker avec grand plaisir et qui en faisait de la promo en fait ensuite dans le salon. Voilà. J'espère que j'ai pas été trop long, que ça vous a plu. Évidemment, on peut continuer à discuter ensuite à l'occasion de l'apéritif.
Merci beaucoup. Bien, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas. On va se donner un petit moment pour répondre à vos questions. Et puis après, on ira boire un coup. Il y a un micro mobile. Bonjour, j'aimerais avoir votre avis. Alors moi, je m'appelle Patrick Sainton. Vous m'entendez? Oui. Je suis un scientifique, du coup, et je travaille beaucoup sur la chaussure de sport, notamment avec les marques Nike. Voilà, je suis ingénieur au CNRS. Et ma question est, est-ce que l'IA est capable d'innover, selon vous? Est-ce que l'IA est capable d'innover? Seul, je ne pense pas. Aujourd'hui, le marché de la chaussure, ça fait 40 voire 50 ans que les industriels se battent, c'est un marché colossal. Et l'innovation, la création est au cœur évidemment des ventes. Et j'imagine que la création est aussi l'essence même de la création et l'innovation. On le voit à travers les chaussures. Donc voilà, ma question est ça. Est-ce qu'avec l'IA, on peut innover? Je ne pense pas qu'on puisse innover qu'avec l'IA. En fait, l'IA, ça peut servir d'accélérateur pour nourrir une démarche d'innovation, mais seul, non, c'est pas possible. Aujourd'hui, c'est pas possible. Aujourd'hui, je pense que c'est trop cloisonné, parce que le design ne communique pas avec les matériaux, mais le jour où l'IA pourra aller taper dans des bases de données de matériaux, peut-être, et essayer de mixer design et matériaux, ça sera certainement le cas. Mais je pense qu'il faut que les IA, pour le moment, sont trop cloisonnées. On peut faire de l'image, on peut faire du design avec une. Et je pense que l'innovation, c'est quand même la cohabitation entre un design et des matériaux dans la chaussure. Actuellement, je pense pas. Mais ça va venir. Ça va venir. Il y aura bientôt une IA omnisciente qui ira taper dans toutes les bases de données et qui pourra justement, comme en science d'ailleurs, hein, avec les molécules, des molécules qu'on n'a pas pris le temps de tester parce que on s'en fout, et ben ça sera la même chose en fait. L'IA, en fait, comme elle, son temps n'est pas précieux, elle ira taper dans plein de possibilités de combinaisons qu'on n'aura jamais testées. Et dans ce sens-là, oui. Mais aujourd'hui, je pense pas. Il y avait le micro. Votre question, oui, là-bas, au fond, si on peut passer le micro. Bonjour, je suis moi responsable marketing dans le domaine de la décoration. J'avais une question concernant justement la génération, notamment par les business insights. Est-ce que vous ne craignez pas que par l'IA, on arrive finalement sur des solutions qui soient un petit peu aseptisées, dans le sens où ça fait une espèce de moyenne, et finalement les vrais partis pris qu'on voit en études en général quand c'est analysé par un humain, où il peut y avoir dans les insights des choses très intéressantes qui ne sont pas forcément majoritaires, finalement passe à la trappe puisque l'IA va se focaliser finalement sur une moyenne prépondérante et donc avoir un objet finalement assez aseptisé. Alors là, ce que je vous ai présenté, c'est un projet qui n'arrivera jamais dans la vraie vie. Faire en gros la synthèse, la moyenne de tout ce que les gens aiment, ça n'existerait pas. Mais par contre, il y a quand même quelque chose qu'on peut constater, c'est que il y a clairement une orientation en design, c'est la basket du supporter. Ce que je veux dire, c'est que on ne s'est pas contenté en fait de générer en fait les préférences des consos. Quand on a travaillé en fait sur la création du visuel, on a guidé en fait l'IA en lui disant vraiment ce qu'on voulait. Donc il y aura toujours en fait ce travail entre ce que produit l'IA et la partie de l'humain qui va finalement orienter le travail de l'IA. C'est ce que tu disais tout à l'heure, JB, c'est que on prend jamais en fait ce qui sort comme ça cash. Il y a toujours en fait nécessité de retravailler. Par contre, ce qui est clair, c'est que ça peut accélérer les processus, ça c'est clair, et surtout ça peut multiplier, en fait, nourrir beaucoup plus vite et de façon beaucoup plus riche, en fait, l'innovation.
En fait, là, on a sorti un visuel, mais potentiellement, on aurait pu en sortir 10. Et sur la base de ces 10 visuels, en fait, on aurait pu commencer un travail de designer beaucoup plus poussé, comme ils l'ont fait d'ailleurs sur ce modèle, mais même plus poussé, pour permettre en fait de mettre au point, de tester et de vraiment voir ce qui peut fonctionner ou pas. Donc clairement, en fait, là, l'exemple qui vous est montré, oui, ça nivelle tout, c'est une moyenne, mais j'ai d'autres exemples, par exemple, on a bossé pour le groupe Pernod Ricard sur une innovation dans le whisky Jameson. Donc Jameson, en fait, ils ont un whisky de base, en fait, et puis ils ont deux innovations qui sont le IPA et le Stout, qui sont vieillis dans des fûts de bière, donc de la bière IPA et de la bière Stout. Et depuis des années, en fait, ils avaient l'idée d'explorer, mais sans vraiment y aller, un nouveau whisky vieilli en fait dans une bière irlandaise, la Crimson Ale. En fait. Mais ils n'ont jamais vraiment lancé le truc. Et donc, on a fait en fait une étude donc, avec Sensia pour eux, en analysant les avis consommateurs sur ces deux whiskies, l'IPA et le Stout. Et en fait, il en est sorti que ça a confirmé en fait qu'il y avait un terreau pour innover sur le whisky auquel ils pensaient depuis plusieurs années. Voilà. Donc là, c'est intervenu en fait comme une réassurance en fait et un déclencheur pour finalement qu'ils se mettent à investir et à travailler sur ce nouveau whisky en fait. Voilà. Je vous en prie. Bonjour. Moi, je fais partie, comme j'ai pris un peu d'âge, j'ai peur de tout maintenant, et je fais partie de ceux qui ont très peur de l'IA. J'ai plein de questions, je ne vais pas toutes les poser, mais premièrement, on a vu une image d'une femme retouchée tout à l'heure, et on peut aller très loin dans le grain de la peau, la couleur, etc. Je pensais que c'était interdit, ou alors qu'il fallait... qu'il y avait une loi il n'y a pas très longtemps, comme quoi, quand on retouche une image de femme dans les magazines, il faut le dire, c'est histoire de ne pas complexer tous ceux qui ne sont pas parfaits. Donc voilà, jusqu'où on peut travestir la réalité et fabriquer un faux monde. Deuxième question, elle est sur l'emploi. C'est une question basique. Moi, à mon époque, il fallait savoir dessiner pour être un bon créatif. Je suis fils de publicitaire. Je me souviens qu'il fallait avoir du talent. Aujourd'hui, est-ce que l'IA ne permet pas au moindre médiocre d'avoir l'air d'être bon? Dans ce cas-là, alors ça donne sa chance à tous les médiocres, parce qu'on peut être vachement assisté. Mais c'était bien l'époque où les bons se faisaient remarquer, quoi. Là où, comment on va faire? Bon, ça fait déjà deux belles questions, j'en ai plein d'autres. Tu pourrais répondre? Ouais. Alors, pour répondre à ces questions, bon, déjà, je pense que déjà, il faut tous qu'on constate un truc. L'IA est là aujourd'hui. L'IA sera là demain. Et ça, en fait, c'est un fait. En fait, on peut rien changer à ça. Donc, il faut s'adapter et jouer avec les nouvelles règles du jeu. Parce que quoi qu'on fasse, en fait, de toute manière, les cartes ont été rejouées récemment. Et au départ, moi, je ne m'en suis pas forcément réjoui parce que comme plein de créatifs, j'ai appris des techniques qui m'ont pris des années à mettre au point et qui sont retrouvées obsolètes comme ça parce que maintenant, une intelligence artificielle est capable de générer des images qu'il m'a fallu 15 ans pour apprendre la physique de la lumière, par exemple, pour apprendre la perspective, pour apprendre la composition, pour apprendre la palette de couleurs. Maintenant, juste avec un prompt, on est capable, sans aucune connaissance technique, parce que pour moi, les compétences que j'ai acquises en peinture sont de loin les compétences les plus pointues dans ma palette d'outils de créatif. Donc ça a été rendu caduc. Cela dit, c'est comme ça en fait. C'est comme ça.
les gens qui montaient des voitures se sont fait remplacer à un moment par des robots. Et donc il faut essayer de jouer en fait avec ce qu'on a. En ce qui concerne la retouche d'image, il faut mentionner, quand c'est sur des magazines, il faut mentionner que les images ont été retouchées avec quel logiciel. Le logiciel que j'utilise ne retouche que les textures. Il ne fait pas de modification en fait, sur la structure des gens. Donc à partir de là, c'est vraiment comme une retouche beauté où on va enlever des boutons, on va uniformiser le grain de la peau et c'est tout en fait. On ne va pas affiner le visage ou retoucher ce genre de choses. Moi, je suis contre pour les retouches avancées qui vont modifier la structure du corps, la structure du visage. Je suis d'accord avec ça. Maintenant, évidemment, il faut magnifier un minimum quand on travaille en publicité. Il faut magnifier les corps. Ça a toujours été le cas, avec d'abord le maquillage, puis la retouche. Aujourd'hui, la retouche assistée par AI, au final, c'est le même problème que quand elle était faite à la main. Donc ça... de ce côté-là, sur les retouches beauté, je pense pas que ça chamboule énormément le game. Mais c'est évidemment, maintenant, on peut produire des images sans connaissances énormes. Mais celui qui a les connaissances, celui qui a le savoir, celui qui a la culture de l'image, celui qui maîtrise les codes, celui qui maîtrise les concepts, sera toujours plus performant que celui qui tape des prompts et découvre le résultat ébahi en se disant « Waouh, c'est trop bien ». Donc c'est pas la mort du créatif, c'est pas non plus la mort du technicien, parce qu'il faut souvent corriger les images générées par IA. Petite anecdote, c'est rigolo parce que quand j'ai fait mon premier cours ici sur l'IA, c'était vraiment balbutiant, je sais plus quand c'était, peut-être en 2022, et j'avais dit à mes élèves, vous allez voir, d'ici l'été prochain, le métier de concept artiste, donc les concept artistes, c'est des gens qui créent des concepts sous forme d'images pour le cinéma, pour le jeu vidéo, donc c'est de la pré-production, c'est pas un travail qui est livré aux clients, c'est un travail qui reste en fait dans les bureaux. J'aurais dit, vous allez voir, ce métier-là va être dégrossi d'à peu près 90% d'ici 2 ans, parce que c'est un métier qui est caché du public, c'est un métier qui demande énormément de compétences techniques. Et à peu près 1 mois après le cours que j'avais fait à mes élèves, il y a Gaumont qui vient vers nous et qui bossait sur une série animée et qui nous envoie des images de concept art, de personnages et d'environnement et qui nous demande de les corriger. Et ils avaient été générés par IA. Donc en fait, c'était pas du tout, c'était déjà dans les tuyaux. En fait, les grands studios étaient déjà dessus. Et aujourd'hui, en pré-production pour un film, en pré-production pour un jeu vidéo, il suffit d'avoir un directeur artistique qui met au point les concepts, d'avoir peut-être un concept artiste qui va venir corriger, parce qu'il y a quand même besoin d'un humain pour venir corriger tout ça, et il faut quelqu'un qui maîtrise quand même la tablette, la peinture digitale, ce genre de choses. Ben avec 2 personnes, on peut faire le travail de 10, c'est sûr. Ouais. Je ne sais pas comment conclure. Moi, je vais compléter donc, par rapport à votre deuxième question. Est-ce qu'un médiocre peut avoir des résultats géniaux? Non, en fait, c'est impossible. Par exemple, en photographie, les meilleurs sont les photographes. En fait, il faut avoir la culture et la connaissance pour être capable de dialoguer avec l'IA, donc de prompter. Et donc, un médiocre n'obtient pas des résultats médiocres, en fait. C'est la même chose quand vous utilisez ChatGPT ou n'importe quelle IA générative. Si vous ne lui donnez pas le bon contexte, bah, vous allez avoir un truc bateau. Et si vous lui donnez un super contexte, plus vous allez le nourrir et plus vous allez avoir un truc spécifique et pointu. C'est exactement ce qu'on a fait là. Si demain je vous dis, tiens, créons la chaussure parfaite, qu'est-ce qu'on lui donne comme information en fait? Là, en fait, il faut lui passer, en l'occurrence là, les préférences consommateurs. Donc, plus on donne de contexte, plus on est performant, et pour pouvoir donner du contexte, il ne faut pas être médiocre. Et puis, c'est pas forcément un nivellement par le bas, puisque c'est vrai, la création d'images a été désacralisée, puisque maintenant ça peut être généré par un robot. Mais justement, il faut peut-être s'appuyer là-dessus pour supprimer des biais qu'on avait tous les créatifs, c'est-à-dire que quand on arrive généralement à faire une image dont on est fier,
C'est pas une image qui est objectivement bien, c'est une image dont on est fier, peut-être parce qu'on a résolu des problèmes techniques, peut-être qu'on a appris quelque chose, peut-être qu'on a fait quelque chose qu'on ne maîtrisait pas avant. Et cette image, on en est fier en fait, mais pas pour les bonnes raisons. On en est fier juste parce qu'on a accompli un petit truc, on y a mis de nous dedans. Et cette image qui est générée maintenant par l'IA, on peut être beaucoup plus, comment dire, on peut être beaucoup plus exigeant auprès de cette image en fait. On peut rechallenger des idées en permanence puisque cette création est désacralisée. Donc ça veut dire qu'on peut se permettre d'aller plus loin aussi grâce à l'IA. Et à chaque fois, rebosser le concept, le relancer dans la machine, repartir par-dessus et mettre tout autant d'énergie, mais cette fois avec un processus qui est beaucoup plus rapide. Donc c'est évidemment, ça peut être un outil pour les flemmards, mais ceux qui ne le sont pas, et ceux qui veulent vraiment pousser et se creuser la tête, pourront aller plus loin en fait en s'appuyant là-dessus, je pense. C'est aussi une opportunité d'être plus exigeant, je pense. Votre studio, votre société, vous êtes les chefs de la société, c'est votre société. Ouais. Et cette société-là, combien de temps? On a 10 ans. 10 ans, donc ça fait 4 ans que vous avez intégré l'intelligence artificielle dans votre pratique du quotidien. Non, ça fait moins. On utilisait l'IA, mais sur des projets perso. Mais là, dans les projets pro, ça fait que 2 ans qu'on utilise l'IA. Parce que, comme tout le monde, évidemment, on a été relativement réfractaire parce qu'on n'a pas envie de niveler par le bas le travail. Mais en fait, on voit l'IA qui arrive sur le marché, on voit des concurrents qui arrivent et en fait, on s'adapte. On s'adapte et on est obligé de l'implémenter. J'ai juste une simple question. Donc, est-ce que c'est vraiment vous, les créatifs, qui avez choisi d'utiliser l'intelligence artificielle ou c'est vous, le chef d'entreprise, qui a décidé de faire ça? C'est les deux, parce qu'en fait, ce studio est un peu particulier. On est un studio qui est basé sur une structure de collectif. Donc en fait, je suis le président de la boîte, mais en dessous, on est un collectif d'indépendants. Donc en fait, chacun prend des décisions en son nom dans cette boîte. Donc évidemment, moi, j'ai essayé de sensibiliser tout le monde là-dessus, parce que le but, c'est de rester compétitif. On peut pas... Il y a évidemment que le fait de travailler en tant qu'humain, ça sera toujours une plus-value. Ça sera toujours une plus-value pour les clients. Ne serait-ce même en communication. Je pense que peut-être que certaines campagnes de pub dans le futur seront justement faites par des humains, mais le client communiquera là-dessus. Le fait que ça a été fait à la main. Tout comme aujourd'hui, pourquoi on utilise beaucoup moins de peinture traditionnelle, on utilise beaucoup plus de digital painting, parce que c'est pratique. Mais quand on utilise de la peinture traditionnelle, en fait, la plus-value, c'est qu'on va communiquer sur le fait qu'on utilise de la peinture traditionnelle. On essaie de communiquer énormément sur l'humain. On montre de plus en plus des making-of. On montre de plus en plus le savoir-faire en action. On essaie de communiquer sur l'humain en action, en fait, de plus en plus. Mais on ne peut pas non plus vendre à nos clients des techniques qui prennent 3 fois plus de temps juste pour l'amour du geste, en fait. C'est pas possible. On essaie de trouver un compromis. Évidemment, nous, on se plaît, ce qui nous plaît, parce qu'on fait des métiers passion, hein, les créatifs. Hein. Moi, je ne serais pas payé pour le faire, je le ferai quand même, en fait. Je ferai ce que je fais la semaine, je le ferai le week-end, en fait. Donc, ce qui me plaît, c'est de produire, en fait. C'est de tester des choses, c'est de creuser. Donc on essaie de trouver, trouver chaque fois le juste milieu entre production à la main et assistance pour être quand même compétitif et aussi être viable pour nos clients, en fait, tout simplement. Parce que ce que j'entends, moi, c'est gagne de temps, c'est rentabilité, c'est faire rentrer un max d'argent, c'est pas prendre du risque quand on fait une étude des marchés, donc s'assurer que le produit, la chaussure qu'on va sortir, elle va se vendre. Ouais. Mais côté humain, puisque vous avez parlé de l'humain récemment, est-ce que vous travaillez peut-être, votre société fonctionne d'une façon différente, mais est-ce que vous avez embauché lors de ces 2 dernières années que vous avez utilisé l'intelligence artificielle
où justement vous avez supprimé des postes entre guillemets parce que vous avez besoin de moins de gens qui travaillent avec vous. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, nous, c'est particulier parce que notre boîte se développe en ce moment, donc on aurait plus tendance à embaucher en ce moment, puisqu'on a changé de structure et il n'y a pas vraiment de rapport avec l'IA. Mais non, l'IA pour nous, c'est pas plus de profit. Malheureusement, c'est pas plus de profit. Hein. La valeur du travail, c'est casser la gueule, c'est plus de gains pour le client en fait, tout simplement parce qu'il a des projets clés en main maintenant beaucoup plus rapidement. Avec moins de moyens mis en œuvre, donc c'est moins cher pour lui. On ne fait pas payer plein pot pour quelque chose, on a passé 10 minutes en fait. C'est juste que c'est ça le point, pour moi ça c'est mon inquiétude par rapport à notre métier des créatifs Ouais. un peu à l'avenir. C'est-à-dire que justement on supprime des étapes, c'est pas juste savoir dessiner, savoir prendre, savoir... C'est que le métier il sera tout simplement différent, donc créatif, c'est vrai. C'est ça la question dans les prochaines années. C'est vrai. Donc voilà, je pose des questions, c'est plutôt perso. Moi, je travaille dans un studio et qui est peinture traditionnelle à 100%. Et on a eu du mal à maintenir ça au fil des années. Et là, c'est devenu notre point fort. Mais c'était aussi un choix. Mais je trouve que tout va vraiment très très vite maintenant. Et juste que je réponds par rapport à la question d'innovation que vous avez mis sur la table, je ne vois pas comment, avec tous les logiciels d'IA qui existent, donc je ne les connais pas tous, je ne vois pas comment on peut innover alors qu'on parle de l'existant. C'est-à-dire qu'on récupère des données qui existent, soit des avis, soit des sneakers qui sont déjà sur le marché. Comment on va partir sur cette base-là? Comment on va créer quelque chose de nouveau alors qu'on parle déjà de l'existant? Donc comment on va révolutionner? Donc peut-être que le métier du créatif, c'est là où on va pouvoir toujours continuer à exister. C'est vraiment se poser les bonnes questions. Donc essayer d'oublier un peu ce qui existait déjà. Moi, je ne suis pas du tout dans le domaine créage d'une boîte tech. Alors, on utilise un petit peu l'IA pour une technique. Je voudrais juste partager avec vous une réflexion, dans le sens peut-être de la pensée de madame. Puis vous poser une question. La réflexion, je fais un parallèle avec ce qu'on est en train de dire avec l'IA, ce que vous êtes en train de vivre dans le métier de créa avec l'IA, avec la révolution de la CAO fin des années 70, dans les années 80. Avant, il y avait des dessinateurs projeteurs, le métier qui a complètement disparu, il y avait des gens qui créaient des ingénieurs. Aujourd'hui, il y a des tonnes d'ingénieurs qui utilisent directement la CAO, et la majorité des produits que l'on utilise sont produits par la CAO, et ces produits sont devenus encore plus performants et encore meilleurs grâce à la CAO. Donc ça, c'était ma réflexion. La question, est-ce que, moi je vois plutôt ça d'une manière optimiste, est-ce que vous ne pensez pas finalement que l'IA va booster vos capacités et votre créativité? Sauf que ça ne va plus être sur la phase de réalisation, ça va plutôt être, je schématise, c'est les entrées l'IA, les fameux prompts, tout ce que vous injectez, ce que vous l'avez dit tous les deux, ce que l'IA vous ressort, c'est ce que vous avez injecté. Oui, l'IA au final fait surtout du mal au métier de technicien de l'image, en fait. Parce qu'après, le créatif, sur la notion de création par IA qui mange un peu son propre caca et qui finit par être aseptisé, en fait, je ne suis pas extrêmement d'accord parce que le cerveau humain fonctionne de la même manière, en fait. La créativité chez l'humain, c'est... on ne peut pas créer ce qu'on n'a pas déjà vu, en fait. Le cerveau humain compile des images qu'il a imprimées, il les mixe, exactement comme l'IA. Quand vous croisez quelque chose, vous êtes influencé, des fois c'est dans le coin du regard, des fois vous regardez un film, des fois vous lisez un livre, tout ça vous influence. Et d'ailleurs, il y a des techniques de création, enfin... moi, comme je suis directeur artistique, je dois me conditionner souvent pour des projets. Quand je dois rentrer dans l'univers d'un client, je m'immerge dans son univers, je fais des recherches, je m'immerge dans des images qui vont dans le sens du cahier des charges, tout simplement pour conditionner ma créativité par rapport à ça. Et je crée à partir de ça, en fait. Mais sans culture de l'image, si on est vraiment off culture, on fait des
peintures rupestres, on fait des traces de mains sur les murs. En fait, si, on est obligé d'avoir une culture de l'image. Et d'ailleurs, souvent, ce qu'on constate quand on fait vraiment du pictural, c'est que plus on arrive à développer des références extrêmement pointues, plus notre style peut aller vers ces références-là. Mais si on ne les a pas, on ne peut pas aller en fait vers un certain résultat. Il faut absolument avoir des références qui sont dans ce style-là. On crée rien de rien. Donc, sur l'aspect créatif, non, je pense que l'IA fonctionne comme le cerveau humain. Et c'est justement comme ça désacralise la création. Ça nous permet peut-être, enfin moi j'essaie de le voir d'une manière positive parce que de toute manière on est obligé, hein, on a une situation, on doit faire avec. Je me dis que ça me permet de rechallenger des idées en permanence, là où je me serais arrêté tout simplement parce que ça demande moins d'énergie. Et je pense que oui, ça peut pousser à des concepts peut-être plus intéressants aussi. Alors moi je vais juste prendre 2 minutes pour vous répondre. Là, en fait, ce que j'ai présenté, donc c'est un cas d'usage en innovation. Mais en fait, l'IA, dans notre contexte, elle a beaucoup plus de cas d'usage, en fait. Nous, aujourd'hui, on a 3 types de clients. On a donc des industriels, en fait, qui fabriquent des produits de grande consommation. On a des sociétés d'études marketing et on a des agences. Les agences, en fait, dans la galaxie Avas. Et les agences qui utilisent Sensia, elles ne l'utilisent pas pour innover, en fait. Hein. Elles l'utilisent, le principal usage qu'on a observé aujourd'hui, c'est le planning stratégique. Et le moment où ils l'utilisent le plus, c'est quand ils ont des compétitions. Et encore plus quand ils ne connaissent pas le client, qu'ils n'ont pas de client dans l'industrie en question. Donc, en très peu de temps, en fait, ils montent des projets de recherche avec Sensia et ils ont une analyse, en fait, à travers ce que disent les consommateurs, des tendances du marché, des préférences. Et ils peuvent très très vite, en fait, se faire et pas cher du tout, se faire on va dire un catch-up sur l'industrie en question. Et après, ça nourrit, en fait, les équipes qui vont travailler. Donc, il ne faut pas voir l'IA comme étant simplement au prisme de l'innovation, en fait. Hein. Il y a beaucoup plus de cas d'usage que ça. Évidemment, l'IA pour toutes les agences, c'est une question, et c'est la question de la valeur, en fait. Et ce que j'avais envie de vous partager, c'est de dire la valeur d'IA, pour nous, c'est jamais le gain de temps. C'est plutôt qu'est-ce que nous, on va apporter de plus. Quelle est la valeur qu'on va pouvoir apporter à notre client, et c'est jamais juste le gain de temps. C'est autre chose. On va pouvoir lui apporter un accompagnement, on va pouvoir se questionner, on va pouvoir multiplier les opportunités, et c'est jamais le gain de temps. On intègre l'IA dans toutes nos explorations, dans notre quotidien, pour aller chercher autre chose à dire. Et en fait, c'est quand même fabuleux, c'est en effet dangereux, c'est en effet questionnant, c'est légitime d'avoir peur, mais aussi c'est fabuleux si on va chercher quelle est la valeur qu'on va pouvoir apporter. Et c'est comme ça qu'on a envie de réfléchir. Oui, c'est vrai, faut aussi se dire que, enfin, de ma petite expérience, les clients n'ont pas envie de se mettre à la créa avec l'IA aussi, il faut prendre ça en compte. Hein. C'est quelque chose qu'ils ne maîtrisent pas et qu'ils n'ont pas forcément envie de s'y mettre. C'est du temps aussi. Et en ça, je pense que le créatif n'est pas mort parce que il va devoir intégrer l'IA dans ses outils, mais le créatif ne sera pas remplacé, parce qu'il faut quelqu'un qui puisse mettre au point des concepts. Tout le monde n'est pas capable de faire ça. Il faut quelqu'un qui soit capable d'avoir une vision. Et on résume la création à l'image finale imprimée, qui peut être générée par l'IA ou peinte par quelqu'un, mais en fait, des fois, il y a un cheminement, enfin souvent, même tout le temps, dans des projets importants, il y a un cheminement, et ce cheminement-là, en fait, tout le monde n'est pas capable de l'avoir, en fait. Donc le créatif aura toujours de la valeur à ce stade-là, je pense. J'ai une petite question un peu plus légère. C'est le sujet du bac en 2032.
est-ce que pour vous, l'IA a du talent? Parce que tout à l'heure, monsieur a dit, effectivement, on avait des talents avant, qu'on mettait en avant, tout ça, je pense que ça existe toujours, malheureusement. Mais est-ce qu'à un moment donné, on peut dire créativement que l'IA, aujourd'hui, ou demain, aura du talent, elle aussi? Vous avez deux heures. Elle est sympa ta question. Je sais pas comment répondre. Si jamais l'IA se présente au bac, c'est... Ça c'est déjà fait, ça. Il y a une IA qui a passé le barreau de New York, elle est obtenue. Je pense que ChatGPT est déjà présent au bac. Oui, c'est compliqué. Ouais, en fait, si je formalise un peu mieux, en fait, la différence que j'ai entendue tout à l'heure entre l'homme et la machine, c'est le talent. Ouais. Effectivement, c'est vrai, le talent est purement humain pour le moment. Donc, on n'imaginait pas il y a 4 ans, en tout cas moi personnellement, je n'imaginais pas il y a 4 ans arriver aujourd'hui avec une telle possibilité via l'IA, tout ça, voilà. Parce que je l'utilise un peu comme toi, hein, finalement. Mais je me dis, ok, aujourd'hui, ma valeur ajoutée à moi, c'est ce que j'ai dans la tête. L'IA va m'aider peut-être à résoudre des problèmes et des choses comme ça. Et je me dis aussi, voilà, effectivement, c'est qu'à un moment donné, ça va pas aller au-delà de ça. On parlait d'innovation tout à l'heure, ça rejoint un petit peu ça, c'est-à-dire est-ce que l'IA va arriver à un moment donné elle-même à innover quelque chose? Parce que tu l'as très bien dit, hein, la question du talent, c'est aujourd'hui ce qui nous différencie peut-être de la machine. Mais à votre avis, au vu de la rapidité dont vont les choses, et puis même au niveau, je veux dire, mécanique, hein, c'est-à-dire qu'ils mettent en place aujourd'hui des processeurs, tout ça comme Microsoft le fait en ce moment sur le quantique, tout ça, est-ce que ça ne va pas développer quelque chose de talentueux chez l'IA? C'est une question que je me pose comme ça. Déjà, il faudrait définir ce qu'est le talent. C'est une notion qui est difficile à définir. Est-ce que l'IA est talentueuse? Je ne sais pas, mais après, on en revient un peu... L'IA est un outil. Et est-ce qu'un outil peut être talentueux? Je ne sais pas. Mais après, ça, c'est scalable à l'infini, parce que mes parents ont appris les maths avec des bouliers. Moi, j'avais une calculette que mes parents n'avaient pas quand j'étais à l'école. Et j'ai pu être dispensé d'être bon en maths, tout simplement parce qu'aujourd'hui j'ai un ordinateur. J'ai une absence totale de talent en maths. Mais pourtant, je peux faire des choses en utilisant les maths. J'ai une petite anecdote, quand j'étais aux Beaux-Arts, on devait faire des sculptures avec des pailles alimentaires qui sont interdites aujourd'hui, en plastique. Et nous, on voulait faire une sculpture immense. C'était une colonne de 3 mètres de haut avec un dôme. Et notre prof, du coup, de volume, nous avait donné une équation pour calculer, du coup, la dimension de toutes les pailles et pour pouvoir faire une triangulation et faire ce dôme en paille. On a essayé de l'appliquer pendant 10 minutes. On a laissé tomber. On est allé sur 3D Studio Max. On a fait notre dôme en 3D. On lui a dit de nous donner la dimension d'absolument toutes les arêtes. Et ensuite, on avait un petit tableau et on a sorti nos ciseaux et on a coupé bêtement nos pailles comme ça. Et on a fait un dôme qui devait faire 2 mètres de diamètre sur une structure de 3 mètres de haut en paille alimentaire, en utilisant du coup des équations qu'on ne maîtrisait même pas, grâce à l'outil informatique en fait. Je sais pas quoi... Enfin, demain, on utilisera l'IA en fait pour faire ça. Donc, on a des outils qui nous dispensent de... Est-ce que... Forcément, je sais pas trop quoi penser de ça, parce que c'est vertigineux en fait. Rien n'empêche que ça arrive un jour, Germain. N'empêche qu'on était quand même fiers de notre sculpture. Moi, je voulais juste rassurer sur une chose par rapport au métier de créatif. Pour le coup, moi, je suis passé du côté créatif au côté marketing. Et le créatif, il est toujours là, je sens, pour apporter un peu de la rationalité. En disant, ben, en fait, ça fonctionne parce qu'il y a un point de force, là, il y a des équilibres, là, en fait, il y a un contraste qui se crée. Et
dans la grande majorité des cas, en fait, on a besoin d'être rassuré. Et ça, l'IA, moi personnellement, je ne suis pas rassuré en tapant le prompt et en ayant la solution toute faite. Par contre, le fait d'avoir quelqu'un qui a de l'expérience, qui s'est cassé les dents, qui a fait, qui a défait, qui a refait, en fait, moi, ça me rassure énormément d'avoir une explication rationnelle sur une création. Et ça, je pense que là, il y a, vous, les créatifs, vous avez un vrai rôle à jouer à ce niveau-là de conseil et d'accompagnement, même si vous avez du temps. Après, moi, ce qui m'interpelle quand je dois prendre une décision, c'est de dire, ok, là, c'est expliqué et argumenté. Et je vais plutôt aller sur cette décision-là qu'un truc qui a été fait par quelqu'un qui ne connaît pas. Moi, je suis plutôt rassuré d'avoir un créatif expérimenté. La phrase de René Huyghe utilisait l'art des rangs de la science-rassure. Donc, si on est dans la notion du contrôle, le contrôle, pour moi, c'est la technique, c'est le technicien. Le créatif, c'est celui qui perd le contrôle. Et il faut perdre le contrôle pour être créatif et amener d'autres idées. Sinon, on reste dans sa zone de confort. Donc, il y a la partie technique. Ça fait depuis 24 février 2022, cette date est un peu funeste quand même, je suis désolé, que je me suis mis sur OpenAI et travaillé sur discodiffusion, bien avant le reste. Je travaille avec de façon efficace élève, pour métier de création. Et il faut comprendre, parce qu'on a peur, justement, c'est une forme de remplacement, quelque part, qu'amène l'IA. Et l'IA, on a l'ordinateur à côté, on a cette notion qui est perfectible de l'ordinateur. Et l'IA n'a rien à voir avec la notion perfective. L'IA générative, pour moi, quand je l'explique, c'est que, pour faire des images, des créations, elle ne crée que des accidents. Et donc, l'inverse, justement, de la maîtrise. Donc, c'est là-dessus que nous, les créatifs, on rebondit comme un ping-pong par rapport à quelque chose qui est proposé et qui ne correspond pas forcément à ce qu'on a en tête. Donc, ça nous remet en question et ça nous re-challenge. C'est-à-dire que l'ordinateur, c'est un peu, on prend sa voiture, on va à Paris, on prend l'autoroute, on arrive à Paris, c'est tout droit, on a mis le GPS. Maintenant, on prend le bateau, on va à Ajaccio. Là, d'un coup, c'est pas du tout la même chose. C'est-à-dire, on donne un cap, on essaye de garder le cap, et on borde tout le temps, d'un côté ou de l'autre, à bâbord ou à tribord, pour garder. Ce n'est pas le même type, c'est pas le même type de déplacement intellectuel entre le bateau et la voiture. Voilà. Et d'un coup, le fait qu'on joue perpétuellement à compenser l'erreur, c'est ça qui nous fait rebondir sur les possibilités créatives et nous sort de la notion de confort et de contrôle. Donc, oui, pour moi, l'IA nous challenge dans d'autres opportunités créatives. C'est vrai, c'est vrai. Non, c'est vrai, pour la création, l'IA nous challenge, nous permet de créer plein d'itérations. Cela dit, nous, en communication visuelle, on travaille dans des arts appliqués, donc qui doivent coller, répondre à des problématiques, et c'est en ça que ce contrôle est un minimum obligatoire. Après, je suis d'accord avec cette notion d'accident, c'est très important dans des processus de recherche, je pense, dans des processus de recherche. D'ailleurs, moi qui ai beaucoup peint, c'est quelque chose que j'utilisais, parce qu'en digital painting, pourquoi j'utilisais jamais la broche ronde? Parce qu'elle ne crée pas d'accident. J'utilisais des broches qui créent des accidents, justement, et j'ai essayé de rebondir là-dessus. C'est évident, en peinture, il suffit de voir du Cézanne pour se rendre compte qu'il travaillait avec les accidents. Cela dit, nous, techniciens de l'image, on doit essayer de garder un certain contrôle par rapport à des fois des cahiers de décharges qui sont extrêmement verrouillés. Et c'est en ça qu'il faut trouver le bon film. Et peut-être que pour faire de la recherche, l'IA est intéressante pour faire de la recherche. Mais sur des projets en art appliqué, on joue sur un fil quand même, je pense. On ne peut pas être non plus spectateur de ce qu'on génère et de travailler comme si on était une boule dans un flipper. Parce qu'après, on a des projets concrets, on a des clients à rassurer et on doit leur donner cette impression de contrôle de A à Z. On prend leur projet et on l'amène au bout. Donc c'est difficile de fonctionner avec une manière de bosser très itérative et un fil d'Ariane dans un projet. Pour te rassurer, je suis graphiste designer depuis 35 ans, directeur artistique à peu près depuis le même temps. Ouais. Donc, je veux dire, c'est mon boulot aussi. Ouais. Tu vois,
et la formulation que tu vas donner par rapport à un brief et par rapport à celle du prompt, tu peux faire une analogie là-dessus. Si tu t'es mal exprimé, tes équipes vont sortir des choses qui sont à côté de la plaque. Tu as fait un mauvais prompt, ça sera à côté de la plaque ou ça te donnera quelque chose de basique. Voilà. Donc en fait, on peut redonner la notion de la direction artistique par rapport à l'utilisation de l'IA, sachant que celui qui décide, c'est le directeur artistique ou le directeur de création. Ou comme le réalisateur en cinéma, c'est le réalisateur. Le réalisateur de cinéma ne touche pas à la caméra. Ce n'est pas lui qui fait l'image. C'est le chef-op. Le chef-op se plante ou le chef-op amène quelque chose que le réalisateur n'avait pas en tête, peut l'améliorer, ou au contraire, à l'inverse, amener quelque chose qui peut dégrader le projet. Voilà. Donc c'est à peu près la même façon de penser qu'il faut avoir, aussi c'est mieux façon d'aborder, comme de la direction artistique sur laquelle la décision appartient à l'humain pour savoir si cette image est valable et si elle est conjuguée à d'autres images, si elle est retouchée et dans quel process elle va après. Sauf que d'un coup, la proposition se fait par un algorithme qui devient un outil collaboratif. Mais il n'empêche pas d'avoir d'autres collaborateurs et d'essayer des choses. Et de se planter. C'est intéressant, ouais. Non, c'est intéressant comme vision. C'est vrai. Faut quand même lâcher prise sur la technique, ce qui n'est pas difficile, parce qu'il y a quand même un grand nombre d'entre nous, je pense, qui sont aussi passionnés de technique. Et c'est intéressant, ouais. Répondre à avoir peur. Une autre question. Et répondre nous excuser d'utiliser l'IA. C'est ça. C'est clair. Bon, on voit que c'est un débat effectivement animé qui effectivement, l'IA arrive très vite. Bon, pour ma part, comme l'a rappelé Stéphane, moi aussi, ça fait 35 ans que j'ai créé cette école et comme l'a rappelé aussi France. À l'époque, effectivement, il n'y avait pas d'ordinateur, donc on ne se posait pas la question, on était avec des pinceaux, des crayons, il fallait apprendre à dessiner. Est arrivée l'informatique avec Apple notamment, on m'a expliqué, notamment les vendeurs de matériel m'ont expliqué, c'est fini, pourquoi tu as monté une école, puisque tu n'as plus besoin de créatif, il suffit d'acheter un Mac, et puis voilà, donc arrête cette école, j'ai bien fait de continuer. Parce qu'effectivement, on a acheté des ordinateurs et les étudiants ont appris à se servir de l'informatique. Et finalement, ben, voilà, on est encore là et il y a encore des choses qui se passent. Ça a été un outil magique. Et après est arrivé Internet. On m'a expliqué, arrête, c'est fini. Internet, de toute façon, on va remplacer tout le monde. Il n'y aura plus de livres, il n'y aura plus rien. C'est Internet. Eh ben, je suis content encore d'être là parce qu'effectivement, Internet, finalement, a boosté notre métier de créatif, puisqu'il a fallu quand même faire des images. Quand les ingénieurs sont aperçus qu'il y avait des systèmes qui marchaient très bien, mais qui ne communiquaient pas, ils ont dit il faut peut-être qu'on travaille les interfaces. Et peut-être qu'il faut des designers aussi pour travailler ces interfaces. Et donc voilà, là on a vécu ça. Et là, l'IA arrive, donc je ne suis pas du tout inquiet, parce que je pense qu'on va faire des choses intéressantes. Et peut-être juste effectivement ce qui est en train de se passer, c'est qu'on n'a jamais connu une telle accélération. Hein, c'est-à-dire que là, effectivement, c'est important qu'on en parle, c'est important qu'on le digère parce que ça va très vite. Je sais que JB est trop modeste pour le dire, donc il a une culture graphique extrêmement intéressante et très très forte. C'est quelqu'un qui dessine vraiment merveilleusement bien du côté traditionnel. Stéphane aussi d'ailleurs, bien sûr, que je connais encore depuis plus longtemps. Et quand il prend un crayon, Stéphane, c'est impressionnant. Donc effectivement, on s'aperçoit quand même, et ça me rassure, que vous travaillez avec, que ce soit Stéphane ou JB, et que vous en faites quelque chose, comme un chercheur qui va aller essayer d'explorer tout ça. Et je me souviens, Stéphane, quand les premiers ordinateurs, hein, tu rendais fou les photograveurs parce qu'ils disaient non, on ne peut pas, c'est un fichier trop lourd, qu'est-ce qu'on va faire? Bon, bref, mais ça ne fait rien. Donc ça veut dire qu'effectivement, il y a toujours cette part qui est une part importante. Et quand même, dans ma réflexion, je me dis, j'ai même trouvé une expression parce que je n'arrivais pas à le définir. Nous, on continue à dessiner de manière traditionnelle et j'y tiens parce que du coup, j'explique, malgré tous ces outils,
qu'il faut qu'on muscle l'œil. Je crois qu'un créatif doit avoir une façon de voir les choses que peut-être quelqu'un qui n'est pas créatif ne les voit pas. Et ça confirme tout ce que vous dites. On voit bien que la confirmation est là-dedans. C'est-à-dire que l'apprentissage est quand même là, la culture, donc servons-nous de l'IA comme un outil, et puis allons-y, créons des accidents. Il y a une autre chose aussi dans le design, parce que j'ai un ami aussi qui a une très très belle boîte de design, qui a d'ailleurs développé une stratégie qu'on appelle la vision oblique. La vision oblique, l'IA ne sait pas faire. C'est-à-dire là, regardez un truc on n'a pas dit, c'est-à-dire en gros, il y a un brief, et on va aller chercher ailleurs. Ça, l'IA ne sait pas faire, parce qu'elle va chercher sur les données qu'on va donner. Elle ne va jamais chercher ailleurs. Tu parlais effectivement des accidents, des choses comme ça. Ça, c'est sûr que l'IA ne sait pas faire. Elle ne sait pas créer des accidents. La tâche qu'on faisait quand on faisait une illustration avec le pinceau, et que finalement, ça nous intéressait, on faisait un truc génial parce qu'il y avait eu cette tâche, ça, l'IA ne saura pas faire, je pense. Donc, je pense qu'on a encore beaucoup de choses à faire avec. Voilà. Écoutez, je vous remercie. On peut continuer la discussion devant, parce que je pense que vous avez soif, vous avez faim aussi, donc on va manger et puis on va boire un coup à côté. Je vous invite donc à aller à côté puis à discuter encore sur ces choses.